Et nous voilà de retour. Ben oui, la première de la saison de 2017, 12e chapitre déjà du rapport Boivin. Merci d'être là, merci de nous écouter, merci pour tous vos commentaires, c'est toujours super apprécié. Merci de vous brancher soit par TVC Basse-Lièvre ou encore Ma TV. Plein de choses comme d'habitude parce que je n'ai pas changé, ce n'est pas la nouvelle année qui va me changer. Les gens savent que j'arrive des US, des États-Unis, le pays de Donald Trump. Quand je suis arrivée, il n'était pas encore assermenté lorsque je suis arrivée à destination. J'ai pu faire la route à partir de Gatineau jusqu'à la Floride et me promener dans différents États. Et je peux vous dire, au-delà de ce que vous pouvez lire, les gens l'aiment. En tout cas, dans le Sud, ça aime beaucoup Donald Trump. Pas parce qu'ils aiment Donald Trump comme tel, mais parce qu'ils aiment son style qui fait réagir, qui crée de la controverse, qui semble déranger l'ordre établi. Et ça semble rejoindre une grande partie de la population qui est un peu tannée des politiciens, tous bien cadrés, avec message du jour, ligne de la journée, puis qui ne changent jamais leur cassette. Et avec Trump, on sait une chose, c'est qu'il n'y en a pas de cassette. Des fois, il devrait peut-être en avoir une toute petite, ça serait déjà pas si pire. J'ai un peu ri en voyant son assermentation, pas tellement l'assermentation, comme le lendemain de la sermentation, il était déjà sur le pied de guerre avec à peu près tous les médias qui avaient comparé le nombre de personnes présents avec ce qu'il y avait eu avant avec Obama. En tout cas, depuis ce temps-là, c'est une guerre entre les médias et Donald Trump. Et il va falloir que les médias traditionnels fassent attention parce que les gens, on dirait, ont une tendance assez lourde d'être plus du côté de Trump que du côté des médias. Alors, ça va être des choses assez excitantes à suivre. Par contre, il semble mettre en jeu la crédibilité, le sérieux du travail des journalistes. Et ça, il semble dire aux gens, les médias sont pas contre moi, Donald Trump, sont contre vous, les Américains. Ça m'inquiète au niveau de la démocratie. Ça sera des dossiers à suivre. Entre-temps, pendant que j'étais là, j'ai pu voir quel suivi on apportait à la visite de notre premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est venu rencontrer Donald Trump pour une première rencontre. Je peux vous dire que ça n'a même pas fait grande nouvelle par là-bas. Ça semble s'être bien déroulé. En tout cas, Donald Trump n'a pas l'air trop inquiet de la présence de Justin Trudeau. De toute façon, il est plus en guerre de façon littéraire là, avec le Mexique qu'avec le Canada. Mais il faudra quand même porter une attention particulière et j'espère que notre premier ministre va être capable de porter ses culottes parce que si on a écouté Donald Trump, quand il dit qu'il veut refaire de l'Amérique un grand pays, il ne faudra pas qu'il le refasse sur le dos des Canadiens. On est plus que des tapis, on a beaucoup de ressources naturelles. Ça sera un dossier à suivre, mais mettons que j'étais contente de revenir au Canada parce que c'est quand on se compare qu'on se console. La neige, je m'en passerai. Parlant de neige, c'est probablement le sujet quand j'étais sur Facebook pour voir un peu ce qui se passait autour, que j'ai entendu parler le plus parce que vous n'avez eu de la neige. Je suis très contente d'avoir manqué tous ces bels épisodes. Problème de déneigement. Cette semaine, on apprenait que le président du comité de déneigement, Jean Lessard, a claqué plus ou moins la porte de son comité. Il est tanné de ce comité-là, puis je ne le blâme pas parce que c'est le comité probablement le plus ingrat. Et ce que vous devez savoir aussi, ce que bien des gens ne savent pas, c'est que la plupart des conseillers qui ont des présidences ou vice-présidences de comités reçoivent des sous additionnels à leur revenu de conseiller. Alors, tu es, je ne sais pas, moi, président du conseil, tu reçois X. Tu es maire suppléante, comme Mireille Apollon, par exemple, bien, tu reçois au-dessus de 10 000 piastres de plus pour aller remplacer le maire, puis aller couper des rubans, puis très protocolaire, mais pas trop énervant, là. Mais tu es président du comité de déneigement de la ville de Gatineau et tu reçois un gros zéro. La seule chose qui me surprend dans la démission de Jean, c'est que ça y a pris 3 ans avant de démissionner de ça. C'était probablement le poste le plus ingrat, puis on l'a probablement donné au plus fin du conseil, sachant qu'il chialerait pas trop. Mais c'est le dossier où, une fois que ton nom est fait, que c'est toi qui présides ça,
Tout le monde s'adresse à toi pour dire « Hey, ma rue est mal déneigée ». Puis la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'on est porté à blâmer l'école bleue, là, mais pas moi. Parce que quand on apprend qu'on a plein d'équipements, c'est quand même pas l'école bleue là, qui achète l'équipement pour la ville de Gatineau. Quand on a de l'équipement qui est stationné, qui est inutilisé pendant des années parce que c'est brisé, il y a un problème en quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Quand tu as une déneigeuse qui arrive sur une rue, puis tu as deux tatas qui se sont stationnés face à face et viennent de réduire tellement la largeur de la rue que même pas une petite mini-Fiat pourrait passer, bien, surprenez-vous pas que la déneigeuse n'est pas passée sur votre rue. Alors, tantôt, je m'en venais vers ici, puis j'ai vu quelques rues, là, c'était hallucinant. Je me disais, une chance du bon Dieu qu'il n'y avait pas eu de chute de neige parce que je ne sais pas comment l'école bleue ferait pour passer dans ces rues-là. Alors, peut-être que les gens qui viennent, moi, par exemple, je demeure tout près de l'hôpital. Il n'est pas rare que je vois du monde arriver, stationnent leur char pas loin parce qu'ils n'ont pas loin à marcher puis ils évitent de payer du stationnement à l'hôpital de Gatineau, secteur de Gatineau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent ça sur notre rue. Pendant ce temps-là, tu as des neigeuses de la ville qui essayent de venir passer. Eux autres, ils s'en foutent, ils ne sont pas là. La minute qu'ils ont fini leur rendez-vous à l'hôpital, ils embarquent dans leur char, puis ils repartent, puis ils nous laissent le beau dégât parce que, mettons que la déneigeuse, elle n'attend pas que M. Tartampion retourne dans son char, dans sa belle Corvette pour repartir vers chez eux. Lui, sa rue devrait être déneigée, son char n'est pas là. Mais il était devant ma maison et c'est comme ça que nous autres, on n'est pas déneigés. Alors, c'est toutes des choses qu'il faudrait peut-être qu'on apprenne à avoir un peu plus de savoir-vivre, puis de peut-être s'assurer qu'on pense aux autres. Puis à la ville de Gatineau, de peut-être porter ses culottes, ça serait peut-être le post-mortem que je ferais. Quand vous dites qu'on ne stationne pas la nuit, s'il y en a qui sont stationnés, faites-les remorquer ou donnez-leur des contraventions assez salées plutôt que de mettre des vidéocaméras tout croche sur des boulevards qui sont mal installés. Ça serait peut-être plus rentable de faire du travail de remise de contraventions. Les quotas seraient rencontrés, puis let's go. Alors ça, c'était mon défoulement sur la neige que je n'aurais pas trop vécu. Fait que vous allez me dire, je me plains, le ventre plein, mais je suis tannée de n'entendre parler, puis j'avais le goût de me vider le cœur là-dessus. Le gros dossier de la semaine, hey, je suis revenue ici, là, la 50 est réglée, Guertin est réglé. On va commencer avec la 50. Le député Iraka, qui est député de Papineau à l'Assemblée nationale, ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois et quelques années, que, bon, il sait que ça devrait être élargi. Quand la 50 a été complétée, là, il y a bien des gens qui ne l'appellent même pas une autoroute parce que c'est à deux voies sur une bonne partie de sa longueur. Le premier ministre est descendu en Outaouais, le premier ministre Couillard, et avait dit, bien, on pourrait peut-être revoir la situation puis élargir la 50 s'il y a des raisons d'urgence, s'il y a des raisons de dangerosité. Bien, quelque chose comme 16 morts plus tard, depuis 2010, on vient de se réveiller du côté du gouvernement du Québec. L'argument de dire que la 50 à 4 voies, ça serait, me semble, mérité pour une région grosse comme la nôtre. Si on croit dans l'importance de l'Outaouais, ça a l'air que ce n'est pas l'argument le plus important pour les gouvernements. Moi, c'est un des plus importants. Et ceci étant dit, il semblerait que là, ils vont procéder à le mettre dans le plan québécois des infrastructures, plan qui, en passant, est complet. Les argents qui sont dedans sont déjà promis à plein d'autres projets. On nous laisse sous-entendre qu'il devrait y avoir d'autres argents qui vont y être mis pour la 50. Il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale disant qu'on devait procéder à l'élargissement de la 50 au plus sacrant. Une motion qui a été présentée par le Parti québécois et l'Assemblée nationale l'a votée à l'unanimité. Les libéraux, par contre, c'est important de le préciser, et ça montre leur indication, ça montre vers où ils s'en vont avec ça, c'est qu'ils ont fait modifier la motion pour dire que ça peut être fait par tronçon. Donc, on va éviter de le faire d'une shot, ce qui veut dire que, surprenez pas si ça fait partie des promesses électorales de vos candidats dans vos coins, dans vos comtés respectifs, pour toute la région de Matavai en Outaouais. Vous allez peut-être avoir des belles promesses pour encore 2, 3, 4, 5, 6 élections. J'espère pas un autre 50 ans, parce qu'on ne l'appellerait plus l'autoroute 50, mais l'autoroute 100, mais en tout cas, peu importe. Entre-temps, il y avait
en tout cas, j'ose même pas la qualifier, la préfète Paulette Lalande, qui est une institution en Outaouais que j'admire énormément pour ce qu'elle représente pour l'aspect femme en politique, qui a battu beaucoup en tout cas, qui est sortie des sentiers battus, qui a pris une bonne visibilité, qui est un modèle pour beaucoup de femmes en politique, mais qui aurait pu se taire cette semaine, parce que quand elle a dit que de parler de la dangerosité de l'A50, il y a eu même un article dans la presse qui est assez percutant, et je vous encourage à le lire, qui montre le côté très dangereux de l'A50, de la façon qu'il a été conçu par pièces détachées, de la façon qu'il est conçu, et qui a plus ou moins blâmé les médias de parler trop de l'aspect dangereux parce que ça enlevait peut-être de l'importance à l'A50 telle qu'elle a été complétée, et ce qui fait que ça décourage bien des gens de l'emprunter, l'A50, les gens préfèrent prendre la 417 pour se rendre à Montréal, et ça leur enlève de la business dans la petite nation. M'excuse, là, mais ma vie et la vie des autres me semblent plus importants que l'aspect économique. Alors ça, c'était une déclaration qui aurait peut-être dû, en tout cas, aurait pu se retenir, se garder une petite gêne. On entendra peut-être d'autres de Paulette Lalande. C'est son dernier terme comme préfète, c'est son dernier terme comme maire. J'en profite pour la saluer pour le travail qu'elle a fait. Il y a un dossier qui se parle beaucoup dans la petite nation, dans la belle MRC de Papineau, à savoir est-ce qu'on devrait élire le prochain préfet ou préfète. Et à mon avis, moi, je suis une tenante de ça devrait toujours être élu, premièrement parce qu'il y a une personne qui est dédiée à la job comme telle, plutôt que d'avoir une personne qui est maire ou mairesse et qui doit cumuler les deux chapeaux. C'est un peu difficile. Des fois, ça doit être difficile de ne pas être tiraillé un peu par l'intérêt de un versus l'intérêt de l'autre. Mais enfin, je laisserai ça aux gens de la place de prendre les décisions qui comptent. Et il y a un groupe qui, justement, dans ce contexte-là, avec les enjeux de la petite nation, une région que j'ai toujours trouvée très active, qui bouge beaucoup, puis c'est pas pour rien que puis peut-être que le Pontiac et d'autres coins de notre belle région auraient intérêt à regarder comment la petite nation a évolué, parce que c'est une région qui est quand même assez bien connue comparativement à d'autres de notre belle grande région de l'Outaouais. Alors, Vision Papineau, c'est un nouvel organisme qui a été mis sur pied, communautaire un peu, mais pour brasser les idées à la veille de cette campagne électorale municipale. Et il y en a de la municipalité dans la région de la Petite Nation, de la MRC de Papineau, à suivre aussi, mais ça va créer des bons débats, et je pense qu'en démocratie, c'est toujours très bon, puis ça attire aussi la participation citoyenne. Alors, on va faire une petite pause, le temps de me permettre de prendre une gorgée, et on revient. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait de quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis de 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Et re-bienvenue au rapport Boivin, 12e chapitre. Et oui, déjà le 12e chapitre. En deuxième partie de l'émission, je vais vous parler de l'autre dossier. Finalement, j'avais presque envie de vous chanter la chanson Alléluia. Juste depuis de l'entendre parler là, dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va faire du bien à tout le monde. On va respirer un peu par le nez. L'Aréna Gertin. Vous le savez, je ne veux pas faire un retour en arrière trop, mais ça fait le Xème projet. Il y a eu toutes sortes d'appels d'offres à l'époque pour essayer de voir quel projet on pourrait implanter pour remplacer l'Aréna Gertin, Vétus. Tu rentres là, tu t'assois, puis tu as peur qu'il y ait de quoi qui te tombe sur la tête, comme dans plusieurs des arénas de quartier, en passant dans la belle grande ville de Gatineau. Mais ceci étant, c'était le projet qui, après la 50, prend le plus de temps
à finir, à se terminer, à se compléter. Finalement, on a pris le taureau par les cornes du côté de Gatineau et on a reçu un projet, en fait une coupe, parce qu'il y a eu un projet des sénateurs d'Ottawa aussi. Puis finalement, la Ville de Gatineau a accepté cette semaine par, je pense, un vote de 12 contre 5, le projet de Vision Multisport Outaouais. Vision Multisport Outaouais que plusieurs d'entre vous connaissez parce que allez voir le complexe Branchot-Brière au coin de la Brosse et la Vérandrie. Un complexe qui a été, entre le moment où ça a été décidé, construit et qu'on pouvait entrer dedans puis avoir des matchs de hockey puis toutes sortes d'activités, des salons nautiques, en veux-tu, en v'là, ça n'a pas pris une éternité. Alors, comme quoi, des fois, moi, je ne suis pas une grande tenante des partenariats publics-privés, mais quand tu fais affaire avec un groupe communautaire, un groupe sans but lucratif comme Vision Multisport Outaouais, c'est très différent que de faire affaire avec la notion privée, capitaliste au bout, là, de certaines entreprises. Alors, eux autres sont là pour offrir le service, gérer, mettre sur pied le concept. C'est un beau projet qui s'en vient dans le coin de la place de la Cité, qui fait hurler plusieurs conseillers de la ville de Hull. Depuis le temps que je vous ai vu, j'ai pu voir, pendant que j'étais en Floride, que le conseiller Denis Tassé envoyé une plainte aux affaires municipales, lui qui brille d'ailleurs par son absence cette semaine, qui n'a pas participé au vote parce qu'on me dit qu'il est effectivement en Floride. Je n'ai rien contre la Floride, j'y arrive. Sauf que si j'étais le plaignant dans une lettre dénonçant un manque d'éthique par rapport à mes consoeurs et confrères de conseil, puis que je m'interroge, puis que je suis un des plus gros opposants à un projet, il me semble que je serais là pour voter. Moi, je ne suis pas conseillère, puis je n'ai pas ces obligations-là, je peux bien aller où ce que je veux, mais il me semble qu'il aurait pu se garder une petite gêne, mais ça sera à lui de répondre à ces questions-là à son retour. Ceci étant, finalement, puis je n'entrerai pas dans tous les détails, il y a encore plein de choses, je suis certaine qu'on en entendra probablement encore parler, mais au moins, on a fini de niaiser, on s'est branché du côté de la Ville, on a pris une décision. Il y a un projet de loi privé qui est présenté par le député Marc Carrière de Chapleau à l'Assemblée nationale pour permettre à la Ville de Gatineau d'entrer dans ce contrat-là, de signer le contrat avec Vision Multisport Outaouais. Les Olympiques sont prêts à rester ici à Gatineau pour, je pense que c'est quelque chose, c'est quasiment une garantie de 25 ans. En tout cas, c'est un beau projet. Ça ne règle pas juste la question de Guertin en passant, pour ceux qui penseraient, parce qu'on a parlé beaucoup de 104 millions, le coût du projet. Ce n'est pas tous les Gatinois qui vont payer pour ça. Il y a une partie, c'est Québec, il y a une partie, c'est la Ville. Il y a une partie, c'est Vision Multisport Outaouais aussi. Vision Multisport, en plus, qui garantit que les dépassements de coûts seront à sa charge. Ça vous donne une indication qu'ils vont s'organiser pour qu'il n'y en ait pas d'augmentation de coûts, ce qui est très bon pour le contribuable. On parle de construire des stationnements aussi dans le coin de Place de la Cité, c'est manquant. Il va falloir réajuster un peu l'accès à ce nouvel aréna Gartin et les 3 glaces. Parce que, comme je vous disais, le 104 millions, ce n'est pas juste pour une résidence pour les Olympiques de Gatineau, c'est aussi 3 glaces dont on a bien besoin dans ce secteur-là. Il y a d'autres secteurs qui auront besoin d'arénas. Ce n'est pas fini, le dossier des arénas, mais au moins, c'en est un qui semble s'être réglé à ce niveau-là. Il y a une question de transfert d'entreprise au sens du Code du travail, Ville de Gatineau qui ne gérera plus l'aréna Guertin ou ses employés, ça serait les employés de Multisport, Vision Multisport Outaouais. Est-ce qu'il y a un transfert d'entreprise syndical qui va s'effectuer? Est-ce que ça a un impact sur la transaction? Il y a encore des points nébuleux, puis je ne dis pas que c'est le contrat négocié le plus clair, la meilleure façon de procéder, mais moi, je suis juste contente qu'enfin, on tourne cette page-là. Et maintenant, c'est entre les mains de l'Assemblée nationale qui devra décider si elle va de l'avant. Mais je mets au défi quelques députés que ce soit, de quelques partis que ce soit, d'aller contre un projet qui fait l'objet d'un consensus et qui traîne depuis si longtemps, qui n'engage pas plus la province qu'elle s'était promise de le faire et qui semble quand même a priori raisonnable. En tout cas, à suivre, on verra.
Il y a eu un dossier qui a fait jaser dans les derniers jours, c'est la demande d'arrêt de procédure par M. Shakti Ramsurun. C'est qui, lui, c'est celui qui est accusé de meurtre, de 3 meurtres. Vous vous rappellerez, il y avait eu un meurtre à Elmer, sa conjointe, sa belle-mère et son conjoint, donc Anne-Catherine Powers, la belle-mère, Louise Leboeuf et son conjoint, Claude Lévesque. Ça avait beaucoup fait jaser. On parle de, il y a peut-être, je pense qu'il a été accusé il y a à peu près 56 mois. Et depuis ce temps-là, il est en attente de son procès. Et il y a eu toutes sortes de remises pour toutes sortes de raisons, y compris des requêtes que lui-même avait faites, des changements de procureur, de défense, une requête pour aller faire entendre plein de témoins à l'île Maurice parce que c'est un individu qui provient de ce coin de la planète. En tout cas, l'homme se lève et fait cette demande par la voix de ses avocats, veut un arrêt de procédure dans la foulée de l'arrêt Jordan. L'arrêt Jordan, qui est un arrêt de la Cour suprême, je pense que je vous en ai déjà jasé, qui dit que les procès devraient, pour avoir lieu dans un délai raisonnable, devraient être tenus dans 30 mois pour des dossiers plus complexes et dans quelque chose comme 18 mois, mettons, pour les autres. Alors, est-ce que 57 mois versus 30 mois, parce que c'est un dossier complexe, c'est un dossier de meurtre? Le juge Eric Downs, jeudi le 23 février, a rendu sa décision. Il n'y aura pas d'arrêt de procédure et a utilisé l'argument. Parce qu'un des arguments de la Cour suprême, une des raisons pour laquelle la Cour suprême a fait réellement là, frémir toutes les colonnes de la justice d'un bout à l'autre du pays, c'est parce que le fédéral, les provinces se pognaient le beigne allègrement, nommaient pas de juge, pas de procureur de la couronne, pas de nouvelle salle de cour. On est à peu près tellement archaïque dans notre système de justice. Puis entre-temps, tu avais le gouvernement conservateur qui n'arrêtait pas de durcir les sentences, créait toutes sortes de complexités au niveau des procès criminels, avec des nouvelles procédures, sentences et autres. Alors, il y avait foutu le bordel dans le système de justice criminelle. Et là, la Cour suprême s'est un peu enragée avec l'arrêt Jordan, puis a dit assez, c'est assez. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un procès dans un délai raisonnable, bien, les gens seront libérés. Alors, vous libérerez des fraudeurs, des ci, des ça. Mais là, la question, c'était, est-ce qu'on va libérer un meurtrier? Heureusement, le juge Eric Downs de la Cour supérieure a dit non. L'Outaouais, c'est une des régions les plus maganées, je vous dirais, pour utiliser l'expression classique, en termes de ressources pour justement la justice pénale, la justice criminelle. Il espère qu'avec les mesures qui avaient été annoncées il n'y a pas si longtemps par la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, qui est aussi une ministre responsable de notre région, que ça va peut-être aider à résorber une partie du problème. Alors, il s'est servi de l'arrêt Jordan, mais en disant que l'arrêt Jordan, ce n'est pas une finalité en soi, ce n'est pas 30 mois. Ah, c'est plus que 30 mois égale acquittement puis libération. Non, non, non. Il faut quand même regarder le contexte, qui a fait les demandes de remise, pourquoi les délais, est-ce que la défense est responsable d'une partie de ces délais-là. Enfin bref, heureusement, justice, dans mon livre à moi, s'il avait fallu que l'individu en question soit libéré sur la base de l'arrêt Jordan, je pense que ça aurait énormément déconsidéré l'administration de la justice. Il ne faut jamais oublier qu'une charte, oui, on peut contrevenir à un élément d'une charte si on réussit à prouver que si on ne le faisait pas, ça déconsidérerait l'administration de la justice. Alors, dans ce contexte ici, la justice, dans mon livre à moi, est sauve et le procès pourra suivre son cours normal. On prévoit 3 mois. Je serais surprise que ça dure 3 mois, là, mais en tout cas, on verra devant jury, ce procès avec jury. Parlant de justice, cette semaine, puis je veux vous en parler brièvement, mais il y avait un titre, je pense que c'était dans le Journal de Montréal, là, je ne me rappelle plus trop, j'en ai tellement lu cette semaine. On nous disait « La ministre Vallée mais sous tutelle », entre guillemets. Là, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Et j'ai lu l'article. Premièrement, moi, quand je vois des guillemets, petit truc, si vous voyez des guillemets, allez voir si c'est la citation de quelqu'un pour commencer, ou peut-être que c'est comme quand on dit on n'est pas sûr de quelque chose, puis on fait ça, là. Alors, c'était ça, justement. C'est un ancien ministre de la Justice, Paul Bégin, pas le nommé, du Parti québécois, à l'époque, qui est allé dire, parce qu'il y avait une personne qui était responsable, justement, dans tous les dossiers
de demandes d'arrêt de procédure. Le gouvernement de Couillard a décidé de concentrer ça, qu'il y ait une personne responsable, un fonctionnaire qui connaît le domaine, qui s'occupe de ça. Alors, Paul Bégin, ex-ministre de la Justice, se servait de cet argument-là, de ce fait-là, pour dire c'était une mise sous tutelle de notre ministre de la Justice actuelle, Stéphanie Vallée, notre ministre régional ici en Outaouais. Non, ce n'est pas le cas. Et il servait du fait que ça relevait du bureau du premier ministre, donc c'était comme si le premier ministre avait mis en tutelle sa ministre de la Justice. Tous les sous-ministres relèvent du bureau de l'exécutif. Fait qu'on va-tu arrêter de dire des niaiseries? Sauf que ce genre de titre-là, ça crée des problèmes. Pendant sûrement encore des semaines, il y a du monde qui n'auront pas entendu ce que je vous dis ou qui n'auront pas lu le fait que non, c'est pas vrai et ainsi de suite, et qui vont rester avec cette impression-là. Alors, mon message, si j'ai un espoir pour 2017, c'est que quand vous écoutez quelque chose, même moi, là, prenez pas tout ça comme vérité de la palisse, je peux me tromper, allez voir d'autres sources. C'est là, des fois, juste pour catalyser notre intérêt à les lire, à aller s'informer, en apprendre un peu plus avant de partir fou avec des détails qui, finalement, ne sont pas des faits. Alors, c'est la chose que je voulais vous dire et vous dire que non, la ministre de la Justice est toujours bien en selle et bien au fait de ces dossiers de la justice. Et c'est tout ce que je dirais sur le sujet. Il me reste à peine 1 minute. Cette semaine, c'est la semaine. Moi, je suis une maniaque des Oscars. Pourquoi? Parce que j'adore les films. J'adore les soirées de gala, pour regarder un peu, faire ma voyeuse comme à peu près tout le monde, regarder qui porte quoi, y a-t-il quelqu'un qui fait un discours extraordinaire. Et là, on est tout excités parce que le Québec, oui, le Québec va être présent à cette soirée des Oscars. Vous savez, ces pauvres artistes, ces pauvres acteurs qui font juste quoi, 20, 22 millions par film, ils vont recevoir des cadeaux qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $. Tous les nominés là, reçoivent cette espèce de sac cadeau. Heureusement, les Oscars, la soirée des Oscars officiels, c'est un petit peu désassocié, mais je trouve ça épouvantable que la classe qui est capable de tous payer ces choses-là les reçoit en plus en cadeau. Pour les compagnies, je ne les blâme pas, c'est de la Moses de belle publicité. Alors, c'est déjà tout pour nous. Alors, Boivin ne dit plus rien et on vous dit à la semaine prochaine. Bye!